l'Afrique, parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Il y a Guimbard qui a inventé, là il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais voilà, avec des Afriques que nous allons commencer. Alors ce soir, nous allons rendre hommage, enfin nous n'allons pas rendre hommage, nous allons donner carte blanche à Ferdi Ajax, donc au sein du 16e printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs, qui est dédié à Raoul Philippe Danao, qui est poète, qui est économiste de grand talent. Il a un livre qui devrait sortir à l'Harmattan sur le revenu de développement, une sorte de revenu universel, c'est-à-dire que sans travailler, vous gagnez de l'argent. Et il est aussi de l'Académie des sciences d'outre-mer. Alors, le festival est placé sous le parrainage de Martial Sinda, vous savez, c'est mon père, premier poète de l'Afrique équatoriale française en 1955 et professeur honoraire à la Sorbonne. Alors, nous avons vécu des moments forts à l'ouverture le 16 mars. Kemitinji ici présente avec Hamouza, Gilles Marche, Valérie Bellet, moi Baïd, nous avons pu assister à des scènes de transe. Absolument. À des scènes de transe. Alors, et à un moment donné, tout le monde s'est mis à danser, sauf moi, je précise, puisque j'ai filmé. C'est pas l'envie Et le corps dansait quand même. Et donc, il y a eu des choses très belles, puisque la poésie est partout. Elle est à la fois dans les mots, dans les gestes, dans les verbes. Et ce jour-là, il y a eu donc un exposé sur la beauté des Afriques et d'ailleurs que j'ai fait. Alors, je rappelle brièvement que dans la Bible, la reine de Saba, elle est belle. Elle dit « Je suis belle, mais je suis noire, fille de Jérusalem ». Elle est belle, elle aime le roi Salomon. Le roi Salomon l'aime, mais à un moment, entre les deux, va se mettre la myrrhe. Et la myrrhe, dans la Bible, d'après ma propre analyse, donc certains peuvent ne pas être d'accord, mais c'est négatif. Et lorsque la myrrhe s'est déposée sur la poignée, elle est sortie pour voir le roi Salomon, et le roi Salomon n'était plus là, il avait disparu, et elle a été frappée par les sbires du roi Salomon. Pourquoi? Parce que dans la Bible, l'amour est fait pour procréer. Donc c'est le livre fondamental de la culture judéo-chrétienne, l'amour est fait pour procréer, et ce n'est pas un amour en fait pour le plaisir. Donc ce personnage qui est lascive, déesse de la beauté et de l'amour, est fatal, je rajouterais. Voilà. Ben, ce personnage-là, il est fondateur de la femme noire et métissée dans la culture judéo-chrétienne, puisque, voilà, on a vu, vous avez des gens comme Serge Gainsbourg, Julien Clerc, Serge Gainsbourg qui va chanter Couleur Café, et puis il termine, si tu fais comme le café, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche, et on en a marre de café, car l'amour sans philosopher, c'est comme le café, on attend que ça se passe. Bon, donc, là aussi c'est négatif. Chez Julien Clerc, c'est pareil. Bon, vous connaissez Mélissa, ma métisse est nue. Bon, bah, écoutez, moi je connais pas beaucoup d'hommes normaux qui demandent qu'on mate sa femme, quoi, parce qu'elle est nue. Bon, alors, donc c'est l'axe comme ça. Ils n'en sont pas forcément conscients. Mais c'est cet axe-là. Et puis il y a un axe parallèle qui est l'axe en fait colonial, où l'indigène est le chaînon manquant entre l'homme et le singe, entre le singe et l'homme, dans l'autre sens plutôt. Et donc là, c'est l'animalité, c'est l'idéologie coloniale. Ce sont les pseudo-scientifiques qui pratiquaient l'anthropométrie. Ils vont mesurer votre crâne,
ils vont trouver une infériorité par rapport à votre crâne, la taille de votre crâne, les mains, etc. Et dans cet axe-là, forcément, la femme noire, elle est considérée comme... elle est animalisée. Et puis, heureusement, sont venus les poètes de la négritude. Voilà, quand les Noirs et métissés sont mis donc à écrire, comme disait Jean-Paul Sartre, lorsqu'ils ont été débaillonnés, puisqu'ils avaient un baillon, les esclaves avaient un baillon, les coloniaux avaient un baillon. Quand on les a débaillonnés, comme dit Jean-Paul Sartre, ils se sont mis à s'exprimer. Mais dans leurs poèmes, femme noire, femme nue, vêtue de ta couleur qui est vie, on a encore une femme nue. Et puis à la fin, afin que le destin jaloux avant que le destin jaloux ne te réduise ensemble, Léopold Sédar Senghor. Donc la femme, elle est encore nue, elle est encore lascive, voilà, chez la négritude. Et il y a heureusement, c'est même une évidence. Il y a des femmes noires métissées qui sont intelligentes, et il n'y a pas de poème de ce type. Voilà, j'avais fait remarquer ça, sauf celui que j'avais écrit, mais pas pour la circonstance. Donc, la femme noire qui est métissée, qui est valorisée parce qu'elle est intelligente, il n'y a pas de poème, et il y a ces sœurs Nardal qui sont en train de remonter à la surface, ces premières martiniquaises qui ont été en 1920 les premières étudiantes noires à la Sorbonne et qui en 31-32 ont créé la revue du Monde Noir. Et cette revue du Monde Noir, c'était avant la négritude poétique, puisque la négritude donc commence avec Monsieur Marant. Alors, puisque c'est le thème de la beauté, donc j'ai tenu à vous redire ça succinctement. Et puisque vous n'avez pas assisté à tout le festival, nous avons eu beaucoup d'émotions en allant sur les tombes donc, de René Marant, de mon frère, de Jean-Paul Sartre. Voilà, René Marant, précurseur de la négritude. Jean-Paul Sartre, c'est lui qui a ouvert qui a expliqué la négritude, qui l'a même lancée. C'est lui qui a lancé, parce que c'était un intellectuel dans l'entre-deux-guerres qui était très connu, très influent. Donc il a dit que le mot négritude était un mot qui n'était pas bien forgé, et il l'a répété au moins 50 fois dans sa préface Orphée Noire, ce qui fait que ça a lancé le mot qui était laid, d'après lui. Et puis voilà, mon frère, donc illustrateur de la néo-négritude, puisque vous avez vu que dans mes livres, il y a souvent en deuxième page un dessin de mon frère. Donc nous avons fait tout cela. Et puis, la personne qui a inauguré un jour un poète, c'est Pascal Labille, donc qui est parti, guadeloupéenne, et qui nous a fait découvrir son œuvre abondante. Elle a 12 recueils de poèmes, elle a des poèmes sous verre, avec du calque, voilà. Et donc nous continuons dans ce un jour un poète pour découvrir les poètes contemporains. Et comme je vous l'ai dit d'emblée, c'est aujourd'hui consacré donc à Ferdi Ajax, poète haïtienne, qui est aussi peintre et qui a un certain nombre de recueils de poèmes. Elle vous le dira elle-même, mieux que moi, parce que je ne connais pas toute son œuvre. Alors, nous allons quand même rendre hommage aux anciens, comme nous le faisons toujours. Et donc, moi, Bailly, directeur artistique du festival, j'ai fait la création, ça fait donc 16e édition, et Denis Chevalier, qui a, c'est vrai, mis en scène un peu la lecture sur la pièce des Sœurs Nardal, et il y avait l'auteur guyanais, c'est une pièce qui est en cours d'écriture, et il y avait l'auteur guyanaise, Marie-Gabrielle Ferrati, qui était présente lorsqu'il y a eu cette lecture, pour montrer que les femmes noires et métissées sont intelligentes.
Donc voilà. Donc on va commencer par Clarté de l'aube de Martial Sinda, le papa de Thierry Sinda ici présent. Clarté de l'aube. Négrier, plaie incurable au poignet de l'Afrique. L'air et cœur, l'odeur du goémon vert, l'odeur des marais putrides, l'odeur des chicottes, l'odeur des cordes au cou, suffoque les vagues furieuses de mes pensées. Mes plaintes, mes pleurs, mes chants, dis-les pour moi, mon tam-tam. J'entends les vagues parler, les rochers murmurer, conter 1000 histoires de l'esclavage. Les vagues furieuses des pensées claquent, clapotent, claquent et meurent à mes pieds. Mes plaintes, mes pleurs, mes chants, dis-les pour moi, mon tam-tam. L'air et cœur, l'esclavage, ça sent son odeur, s'exhale sur le Congo, sur le Djoué, sur les rochers, noirs et huilés devant, les vagues des pensées, clapotent, 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 et meurent sans fin, à mes pieds sans fin. Mes plaintes, mes pleurs, mes chants, dis-les, pour moi, mon tam-tam. L'air et cœur négrier, place incurable au poignet de l'Afrique, rappelle-toi, rappelle-toi, nos voix de jadis étouffées, depuis l'océan Afrique, jusqu'à la Martinique, jusqu'à la Guyane, jusqu'à la Guadeloupe, jusqu'aux Antilles, écœurante odeur des cordes au cou. Ah, mes plaintes, mes pleurs, mes chants, dis-les pour moi, mon tam-tam. Dis qu'il y a des heures pour rêver, dis qu'il y a des heures de sommeil lourd, dis qu'il y a des heures pour souffrir, dis qu'il y a des heures pour douter, où il faut crier en sanglots pour broyer la frayeur de la nuit. Mes plaintes, mes pleurs, mes chants. Dis-les pour moi, mon tam-tam. Dis qu'il y a des heures d'inertie où l'on ne parle pas. Dis qu'il y a des jours et des heures où l'on grogne, où l'on n'a pas peur d'émettre. Dis qu'il y a aussi des heures délirantes où l'on gronde, où l'on se grise, où l'on crie merde, et puis après. Une mémoriale, Sangor. C'est dimanche. J'ai peur de la foule, de mes semblables au visage de pierre, de ma tour de verre qu'habitent les migraines, les ancêtres impatients. Je contemple Troie et collines dans la brume, dans la paix. Les cheminées sont graves et nues. À leurs pieds dorment mes morts. Tous mes rêves faits poussière, tous mes rêves, le sang gratuit répandu le long des rues, mêlé au sang des boucheries. Et maintenant, de cet observatoire, comme de banlieue, je contemple mes rêves distraits le long des rues, couchés au pied des collines. Comme les conducteurs de ma race sur les rives de la Gambie et du Saloum, de la Seine maintenant au pied des collines, laissez-moi penser à mes morts. C'était hier la Toussaint, l'anniversaire solennel du soleil, et nul souvenir dans aucun cimetière. Ô mort qui avait toujours refusé de mourir, qui avait su résister à la mort jusqu'en Cine, jusqu'en Seine, et dans mes veines fragiles, mon sang irréductible. Protégez mes rêves comme vous avez fait, vos fils, les migrateurs aux jambes minces. Ô mort, défendez les Troies de Paris dans la brume dominicale, les Troies qui protègent mes morts, que de ma tour dangereusement sûre, je descende dans la rue, avec mes frères aux yeux bleus, aux mains dures. Ansa, il aux syllabes de flamme, jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme. Il ne fut plus doux à mon cœur, il aux syllabes de flamme. Madagascar. Quelle résonance les mots fondent dans ma bouche, le miel des claires saisons
dans le mystère de tes cils, Madagascar. Je mords ta chair vierge et rouge, avec la ferveur du mourant aux dents de lumière, Madagascar. Un viatique d'innocence dans mes entrailles d'affamé, je m'allongerai sur ton sein avec la fougue du plus ardent de tes amants, du plus fidèle, Madagascar. Qu'importe le hurlement des chouettes, le vol rasant et bas des hiboux, apeurés sous le fêtage de la maison incendiée. Oh, les remords qui lèchent leur sale peau puante de sang des poussins, du sang éroulé des flamants roses. Nous autres, les hallucinés de l'azur, nous scrutons éperdument tout l'infini bleu de la nuit, Madagascar. Oh, l'ivresse suprême de tes entreintes ne se relâche pas de tout le jour, de toute la nuit des siècles, Madagascar. C'est moi le danseur qui t'ai prise au tournant mortel du destin, retenu tes pas sous la ville, jeté aux quatre vents du ciel, la vieille nage de ce continent où frissonnait sous l'aigre souffle des larrons ta nudité d'Ampela royale, Madagascar. Nulle main, oh nul ne saurait dénouer le lien, ni rompre l'éternité de la magie. C'est moi, le ravisseur, qui m'en revient, ô fiancé des bords glacés du septentrion, moi, le miste du soleil, enfant chéri de l'aurore. Ceux-là qui m'ont craché en plein visage, traîné ton titre et mon nom dans la boue et la fiente de leur langage. Ceux-là, mon innocence éclatera sur leur crâne avec la violence et le feu roulant de la foudre pénultième sur la cime du Mangabé. La tête tournée à l'aube levante, un pied sur le nombril du prenant et le cirque planté dans le cœur nul du sud. Je danserai, ô bien-aimé, je danserai la danse éclair des chasseurs de reptiles, Madagascar. Je lancerai mon rire mythique sur la face blême du midi. Je lancerai sur la figure des étoiles la limpidité de mon sang. Je lancerai l'éclat de la noblesse sur la nuque épaisse de l'univers, Madagascar. Mais des vierges danseuses, c'est toi, Odzira, c'est toi la préférée. Du charme de tes seins se lève comme un astre au rythme inattendu, la danse de la race. Liberté, Zira, prêtresse nubile, en guirlande de ferveur, à des hanches se suspende la grâce des temps premiers, la danse immémoriale qu'ont dansé autour des dieux, des alphas de la lignée. Liberté, liberté, ô île heureuse, la robe d'un seul tenant, promise au soir de nos noces, faite de soie et de lin, tunique sans couture, seule saignante à ton cœur, île heureuse et délivrée, liberté sur l'or infini des grèves, des mains jumelles se lèvent, bénisseuses de l'azur, des prières se profilent sur l'immensité du ciel. Une mère fait l'offrande des plus adorés des fils au triomphe de la cause. Liberté, île heureuse et délivrée, mon nom se noue à ton nom et le pacte se prolonge dans les zones de la mort. Île heureuse et délivrée, liberté, 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 île aux syllabes de flamme. Jamais encore ton nom ne fut plus cher à mon âme, jamais encore ton nom, île heureuse et délivrée, ne fut plus doux à mon cœur. Madagascar, libre, libre, libre. Bravo.
Raoul Philippe Danao, La jolie Cayennaise. Pour Yasmina, en hommage à la fête de Cayenne, célébrée à Paris en ce mois d'octobre 1983. En ce jour ultime d'octobre, à la mini-foire guyanaise, cette liesse combien joyeuse, dans Paris, ville radieuse, métropole de mes amours, et ma délectation de toujours dans Paris. Par un superbe après-midi, et pour la première fois, l'ai-je rencontré, pour la première fois, la jolie Cayennaise, pour la première fois. Pour la première fois au palais de la Mutualité, en sa merveilleuse beauté, vêtue d'une délicieuse robe de madras aux couleurs rutilantes, envoûtantes, chatoyantes, comme l'arc-en-ciel de ses yeux. Pour la première fois, l'ai-je admirée, pour la première fois, la jolie Cayennaise. Et longtemps, elle et moi, longuement nous parlâmes, nous dévisâmes, pour la première fois des choses et d'autres, la jolie Cayennaise. Et c'est ainsi que, sous le ciel de Paris, par un jour ravissant, d'octobre finissant, à la mini-kermesse guyanaise, jovialement célébrant la fête de Cayenne, c'est ainsi qu'en peut-être déjà, pour la première fois, la rêvant mienne, suprêmement extasiée, je l'ai vue et adorée. Pour la première fois, en sa robe éblouissante, sa beauté bouleversante, pour la première fois, la jolie Cayennaise. Poème extrait des chansons pour l'inconnu, édition Fayard. Rendre un petit hommage à Jaime Galdos, poète péruvien qui participait au festival et qui nous a quittés. Donc nous allons vous faire partager quelques pages de lui. La supra-préface. Bénédichere, c'est un livre de composition poétique. Bénédichere, c'est un poème cosmogonique dans l'intégralité de chaque page, après chaque page de sa lecture. La bourgeoisie fasciste, habituée des rigidités et impositions, n'admet pas le fait que chaque homme et chaque femme qui font partie de la politique du monde et de l'histoire soient aussi des poètes qui catégorisent par soi-même la légitimité de ses préférences. Sur ce contentieux, il y a pas mal de causeries, de livres, des encyclopédies et des cours universitaires de la dissimulation. Car la bourgeoisie fasciste pro-nazie organise très bien ses infiltrations du contrôle totalitaire et a toujours besoin impératif de posséder complètement le domaine que les peuples du monde réservent depuis toujours à la poétique cosmogonique et à ses poètes révolutionnaires et authentiques. Les hégémonistes ont inventé tout récemment, et comme leur dernière trouvaille, l'art contemporain, qui paraît-il, c'est en réalité une façon de tester leur triomphalisme et notre résistance face à la dénaturation. En dessous, ce prétexte fabrique ces artistes contemporains, surtout plastiques et porteurs d'absurde, la notion clé du néo-nazisme. À toutes les époques historiques de la Terre, les correspondent sa propre contemporanéité. Mais dans ce Capharnaüm, mon ouvrage Bénédichere a seulement 3 mots à dire. Vive le prolétariat. Jaime Galdos, Bévérano. NIMBY, not in my backyard, pas de ça chez moi. Nyambi, not in my anybody backyard, pas de ça nulle part. Ultra-capitalisme utilise toute place des fictions ultra-fictions sécuritaires, impliquant même les organismes internationaux de la santé, OMS. Dédicace à la ville de Champigny-sur-Marne, au peuple prolétaire du monde, pour los pueblos proletarios del mundo, à François Villon, prophète et révolutionnaire. Il n'y a pas du temps vétueux, nous allons vers la
après, nous attendrons, toi et moi, la mort comme une jouissance finaliste d'une page passionnelle. Viens avec moi, nous allons explorer cette musicalité, ce rythme secourable dans l'autre côté de la mer agitée. Dans la jungle, la victoire communiste deviendra liberté. Champigny, le 2/7/2011, Jaime Galdos. Poème, paraît-il, à toutes les ambassades du monde politiquement répressives et notamment à l'ambassade péruvienne à Paris. Paraît-il que je suis en paix avec mon cœur, paraît-il que j'ai vécu sans vivre, entre les feuilles humides et profanes, dans la forêt impénétrable, entre la magie et l'envoûtement des siècles, sans accès autre que la loi sacrificielle et ma présence cosmo-tellurique. Paraît-il que je me refusais à partir, à abandonner mon rocher et mon unique respect, mon temple et les excentriques étoiles amoureuses de mon moi. Paraît-il que je devais fuir, paraît-il que je me suis incarné en singe, le dieu de la guerre. Paraît-il que je suis arrivé au pied de la montagne, transfiguré en écho et lumière de ton je, très loin de ces orages répressifs et de leur pitoyable puritanisme ténébreux, que ne pouvait rien contre moi. Paraît-il que j'ai néant leur arrogance, oui, anéanti leur arrogance. Paraît-il que je leur crachais dans les yeux. Et paraît-il qu'après, je suivis mon chemin plus léger et turbulent. Mais je demandais qui donc avait disséminé ces méditations, oui, déjà douteuses sur mon ombre, qui m'éloignaient de tes rêves. Paraît-il donc que j'ai préféré rester avec la noble poétique qui émerge du sanctuaire de la terre, irrésistible et sans limite, car, paraît-il aussi qu'après la vie, nous devons encore continuer à exister comme avant. Le commencement est tel qu'après de la fin. Jaime Galdos. Jaime Galdos Bejarano revient aux sources d'une poétique fondatrice des mondes. Pour lui, le poète, c'est un messager dont les prophéties, les synthèses, l'intensité, l'immédiateté ou l'historicisme sont l'identité et le caractère des faits qui doivent se faire à la poursuite du bonheur humain, la justice sociale et l'unicité des peuples du monde. Par contre, la poésie, d'après Jaime Galdos Bejarano, se sépare du langage comme un attribut universel. Un beau paysage, une situation amoureuse, le fait d'être vivant sur la terre, c'est en soi-même un acte de poésie. Mais c'est avec une autre conception que Jaime Galdos Bejarano redevient la poétique primordiale, genuine, différente et opposée à celle dont l'hégémonie et la domination nous ont accoutumés scientifiquement et nous ont fait plier, oui. Les pouvoirs sociopolitiques qui prétendent et présument savoir approprier, s'être approprié l'histoire et dont leur perception du réel n'est pas du tout la même que celle-là que nous rencontrons dans Benedicere, parce que de façon délibérée, le capitalisme mondialisé pro-néo-nazi prétendent l'instauration d'une préhistoire sociale. La bourgeoisie néo-nazie reste dans l'évocation. La nouvelle culture du prolétariat conçoit autrement l'histoire et la dimension du vivant, nous dit Jaime Galdos Bejarano, en même temps qu'il nous fait découvrir l'axe central de poèmes cosmogoniques sans double collage. Malgré l'effet de l'industrialisation et les progrès scientifiques et technologiques en soi-même, le capitalisme n'est pas autre chose que la période plus coriace de la préhistoire. Attribut universel dont tous les hommes et les femmes de la terre font partie pour égal dans le chemin de la justice sociale commencement de l'histoire du genre humain.
Jaime Galdos Bejarano. Pour Bénédicte Chéret, la poétique n'est pas seulement l'image visuelle, ni la succession de paroles uniques, ni de l'exploration mentale ponctuelle, sinon une attitude face aux multiples dimensions du réel dont dispose l'esprit humain et qui lui font dire à notre poète anthropologue que l'illusion véridique ainsi comme l'illusion communément partagée l'ont fait de nous et de tout un chacun des hommes. Et c'est l'élément fondateur du monde poétique et cosmogonique sans lequel rien n'a lieu d'être nous fera triompher. Est-ce que la poétique cosmogonique, c'est un réalisme merveilleux? Nous accueillons en tout cas cette expression sans mystification et nous prenons acte d'un mouvement littéraire cosmogonique aussi, point d'interrogation, appartenant à la nouvelle culture du prolétariat international. Paris, le 22 mars 2013, Chandra Kedekan. Voilà, merci. Nous allons maintenant laisser la place à Sergi.